Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour notre émission Eau solidaire. L'eau du robinet en question, c'est le sujet de notre émission avec nos experts en plateau qui sont réunis ici durant 7h30. On répondra à toutes vos questions et ces questions, justement, vous pourrez également nous les poser à la toute fin de cette émission. Nous serons bien sûr ravis d'y répondre. Selon un baromètre IFOP, 72% des Français consomment de l'eau du robinet contre 28% pour de l'eau minérale en bouteille. Cette confiance des Français dans l'eau du robinet confirme la qualité des traitements, mais certaines interrogations portées subsistent cependant, et c'est pour cette raison qu'on est avec vous en direct pour répondre à vos questions. Pesticides, résidus de médicaments et même polluants éternels, évolution des normes et des traitements ou encore chlore et calcaire, les sujets d'actualité ont été nombreux ces derniers temps. L'eau du robinet est-elle bonne pour la santé? Comment est contrôlée l'eau du robinet? Quelles sont les idées reçues à dépasser? Et comment ne pas être intoxiqué par les rumeurs? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions avec nos 4 experts en plateau. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Je retrouverai dans quelques instants Marie-Caroline Muller, responsable du programme Eau solidaire chez Veolia d'eau d'Île-de-France. Sylvie Thibert est à mes côtés. Bonjour. Vous êtes ingénieur qualité de l'eau et gestion des risques sanitaires pour le CEDIF. Bonjour. Bonjour. Je retrouve également Patrick Di Martino, professeur microbiologiste spécialisé dans les risques de contamination de l'eau à l'université de Cergy. Merci à vous. Bonjour. Je retrouve le docteur Philippe Ollieux, docteur en médecine et responsable santé au Centre d'information sur l'eau. Bonjour. Bonjour à vous. Et Karine Delabbe, responsable des services études, recherche et développement pour Veolia Eau d'Île-de-France. Bonjour. Je vous rappelle que vous aurez bien sûr la possibilité de poser toutes vos questions durant cette heure et demie d'émission. On commence avec vous, Marie-Caroline Muller. Pour démarrer cette émission, je vous propose peut-être de revenir sur le programme Eau solidaire créé en 2011 par Veolia Eau d'Île-de-France et le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, car c'est d'abord bien sûr à vous que ce programme vous est destiné. Un programme qui s'adresse aux 4 millions d'usagers du CEDIF avec pour ligne directrice 3 piliers. Le premier, prévention, le second, assistance et le troisième, urgence. Alors Marie-Caroline Muller, on vous retrouve tout de suite. Ma question est très simple. Quels sont les objectifs du programme et comment les 3 piliers évoqués à l'instant participent-ils à atteindre vos ambitions? Alors merci Pierre. Le programme Eau solidaire a été construit pour assurer le droit à l'eau pour tous dans des conditions économiques acceptables. Cela veut dire mettre en œuvre des dispositifs qui vont permettre aux usagers les plus fragiles des 132 communes du CEDIF dont vous voyez la carte à l'écran, de maîtriser leur budget eau. Cela passe par des aides financières, tout d'abord, aide au paiement des factures d'eau ou des charges d'eau, et également l'accès à l'eau pour les populations qui en sont privées. C'est également un ensemble de dispositifs d'assistance et de prévention, nous y venons, qui s'adressent aux populations là où ils habitent, en copropriété, en logement social ou en pavillon. Nous menons des actions diversifiés en porte-à-porte ou en collectif pour faire découvrir aux habitants l'entretien des installations de plomberie, les éco-gestes et l'eau du robinet. Ainsi, ce sont près de 140 000 personnes qui ont pu bénéficier depuis 2011 des dispositifs du programme. Alors pourquoi l'eau du robinet? L'eau du robinet, le budget d'un ménage en eau en bouteille, c'est presque 250 € par an. Donc pour maîtriser son budget eau, boire l'eau du robinet, c'est un vrai plus. Et au contact des usagers les plus fragiles, nous avons pris conscience que boire l'eau du robinet n'était vraiment pas une évidence. Alors pourquoi ce n'est pas une évidence? Peut-être parce que pour certains de pays d'origine éloignés, il ne faut surtout pas boire l'eau du robinet. Peut-être aussi parce que l'eau du robinet est perçue comme une eau du pauvre. Donc l'enjeu pour nous, c'est bien de répondre aux questions et mettre à disposition des informations, redonner de la confiance à tous les acteurs avec qui nous travaillons, les CCAS et les associations partenaires du programme avec qui nous avons construit ce webinaire. Merci à vous, Marie-Caroline Muller, pour le début et pour l'introduction de cette émission. L'eau du robinet en question, on poursuit avec vous puisque nous sommes partis à la rencontre de nos 4 millions d'usagers. Nous sommes partis à la rencontre des habitants de notre territoire. Eau du robinet ou eau en bouteille, les habitants rencontrés répondent sans détour à notre question. Quelle est la meilleure eau selon eux? À Argenteuil, Aubervilliers ou Montrouge,
Lorsque l'on demande aux habitants s'ils préfèrent consommer l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, le sujet ne laisse pas indifférent. Je bois exclusivement que de l'eau du robinet. Elle est bien, parce que ça fait des années que je la bois et je la bois toujours. Pourquoi vous pas de l'eau en bouteille? Parce qu'il faut la trimballer. L'eau en bouteille. Pourquoi? Parce que j'aime pas le goût du chlore en fait. Voilà, c'est tout. Vous avez déjà goûté l'eau du robinet, vous la trouvez comment? Oui. Ben, en fait, quand elle a pas le goût de chlore, j'aime bien, mais c'est souvent elle a le goût de chlore et j'aime pas ça. Alors je bois de l'eau du robinet. Auparavant je buvais de l'eau en bouteille et en fait voilà, pour un souci d'écologie déjà je voulais plus utiliser de pack d'eau. Le côté aussi où c'est hyper lourd à porter, etc. Donc pour la praticité, l'eau du robinet me va très bien. Moi je veux du robinet, mais mon mari non, il préfère l'eau en bouteille, donc on a les deux à la maison. Plutôt au robinet depuis que je suis né, je bois de l'eau du robinet. Je bois de l'eau en bouteille quand j'en achète comme ça de temps en temps, mais c'est nul. Avec de la menthe et tout, ça passe. Quand on a soif, c'est bon. Beaucoup se posent des questions sur l'eau du robinet. Je sais pas, ça vient d'un robinet, c'est... Je sais pas, ça vient d'où l'eau du robinet? Sa provenance, sa qualité, ses traitements. Parce qu'à Colombes, je sais pas comment ça se passe. Là, dans le 92, elle est bonne. Là, elle vient de l'Oise, visiblement. Les systèmes d'épuration d'eau, etc., la recyclabilité, c'est traité. Voilà, c'est remis dans un circuit, on va dire, c'est un circuit de filtration et de traitement d'eau. Ouais. Moi je trouve ça bien qu'on puisse avoir un petit feuillet explicatif sur toute la composition de l'eau, comment c'est traité, pour justement renseigner les gens. Puisque c'est l'eau du robinet, bon, ils doivent faire attention, ils font quand même des traitements, ils ne vont pas intoxiquer la population. J'ai vu un reportage il y a longtemps sur l'eau du robinet, il y avait pas mal de résidus, j'ai vu que c'était pas filtré, pas top. Et c'est pour ça que j'ai choisi de boire l'eau en bouteille, mais apparemment elle aussi elle est contaminée. Du coup on sait plus quoi faire. Est-ce qu'on boit l'eau du bouteille ou l'eau du robinet? Les interrogations, on l'a entendu, elles sont nombreuses et l'objectif de notre émission est de vous rassurer de façon bien sûr objective et scientifique sur ceux qui s'interrogent sur l'eau du robinet. Je me tourne vers vous justement Sylvie Thibert. Faut-il avoir peur de l'eau du robinet? Non, parce qu'en fait, l'eau du robinet, elle doit respecter des normes sanitaires qui sont très strictes. Il y a des traitements appropriés qui permettent donc justement de produire cette eau qui respecte les normes. Et elle est très contrôlée, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé. Donc pour s'assurer qu'effectivement, toutes ces normes de qualité sont respectées. Alors on parle justement de plus de 18 millions de contrôles réalisés par les autorités sanitaires. 63 normes, c'est énorme, régissent la réglementation de la production et de la distribution de l'eau. Sylvie Thibert, comment respectez-vous ce strict cahier des charges réglementaires de production et de distribution? En fait, on a donc des ressources en eau qui sont essentiellement superficielles et donc on a des usines de traitement pour produire l'eau potable qui sont adaptées, où les traitements sont adaptés à la qualité de la ressource en eau pour produire cette eau qui respecte les normes. Et donc il y a tout un système de surveillance, de contrôle de la qualité qui est effectué en permanence de façon à s'assurer que l'eau est toujours conforme et respecte toujours les normes de qualité. On revient avec vous, Karine Delabre, vous êtes délégataire du CEDIF, je le rappelle, le syndicat des eaux d'Île-de-France. Lorsqu'on a pour mission de produire et de distribuer une eau strictement conforme, comment on fait pour s'en assurer au quotidien ? Donc, comme vous venez de le dire, Pierre, notre rôle en tant que délégataire du syndicat des eaux d'Île-de-France est de produire une eau conforme à la réglementation au sortir des usines et de s'assurer que cette conformité est maintenue tout le long du réseau de distribution qui représente pas moins de 7000 km de tuyaux. Donc la qualité de l'eau est vraiment un enjeu majeur pour Veolia Eau d'Île-de-France. Et pour cela, nous nous appuyons sur le déploiement d'une approche et d'une démarche qui est l'ISO 22000, qui est une norme internationale qui n'est pas obligatoire actuellement sur le plan réglementaire et qui est vraiment dédiée à la sécurité sanitaire de l'eau. Et donc, ça nous permet de garantir une qualité d'eau conforme à la réglementation sur l'ensemble du périmètre du syndicat des eaux d'Île-de-France.
Ça fait tout le lien justement avec la prochaine séquence, une séquence consacrée à la réglementation, puisque notre émission sera ponctuée de plusieurs séquences. Passons à cette première des séquences, la réglementation. Et je vous propose justement de jouer avec nous, d'ouvrir ce premier quiz de cette émission avec un sujet ô combien important, celui du contrôle sanitaire. On parlait de plus de 18 millions de contrôles sanitaires réalisés tout au long de l'année. Je vous propose de jouer avec la question qui s'affiche maintenant à l'image. Plus de 1000 contrôles sont effectués chaque jour sur l'eau du Sédif. Qui est chargé de ces contrôles? Vous allez pouvoir jouer avec nous sur l'onglet sondage avec 4 possibilités de réponse. S'agit-il de votre mairie? C'est la réponse numéro 1. S'agit-il de l'ARS, l'agence régionale de santé? S'agit-il de votre distributeur d'eau ou du propriétaire de votre logement? Je vous laisse encore quelques petites secondes. Je sais qu'en plateau, vous avez tous la bonne réponse, mais nous nous adressons à celles et ceux qui nous suivent en direct, et je salue ceux également qui consommeront cette émission plus tardivement. Allez, on vous propose maintenant de donner les dernières réponses, et puis on va clôturer maintenant cette première question, ce premier quiz. Je rappelle, plus de 1000 contrôles sont effectués chaque jour sur l'eau du Sédif. Qui est chargé de ces contrôles? On va découvrir dans quelques instants les bonnes réponses, car bien sûr, vous le savez, les bonnes réponses, votre distributeur d'eau bien sûr, et l'ARS pour l'agence régionale de santé. On va essayer de voir combien de personnes ont trouvé la bonne réponse. Je vous les donnerai dans quelques instants. On continue avec vous, docteur Beaulieu. Merci d'être ici avec nous. Vous êtes docteur en médecine. On parlait tout à l'heure de 63 normes de potabilité de l'eau que l'on peut regrouper en grands paramètres. Première question, docteur, comment sont élaborées ces normes? Alors, peut-être déjà, avant de répondre précisément à votre question, rappeler toute l'importance du traitement de l'eau, puisque je vais vous rappeler une publication. Je suis médecin, donc je lis des journaux médicaux. Un journal médical international qui s'appelle le BMJ, le British Medical Journal, qui il y a quelques années avait fait une exégèse des progrès en santé publique sur le XXe siècle. Et le traitement de l'eau apparaissait dans le top 10, dans les 10 progrès les plus importants, au même titre que l'invention de la pénicilline ou la vaccination. Donc ça nous donne comme point de départ quand même cette idée que la qualité de l'eau est vraiment un facteur de santé publique essentiel. Et que donc, voilà, c'est facteur reconnu. Quant aux normes, ça va faire écho aux 63 normes dont vous parliez tout à l'heure. Ce qui est tout à fait clair, et je réponds encore une fois en tant que médecin, c'est que l'objectif, c'est de respecter la santé du consommateur. Il faut que tout consommateur ait ça en tête, c'est que les normes sont élaborées avec un objectif, c'est que tout consommateur puisse, tout au long de sa vie durant, consommer de l'eau du robinet sans problème pour sa santé. C'est vraiment la grille d'analyse et de conception de ces normes. Alors ces normes, après, comment elles sont conçues? Sur la base des connaissances et de l'évolution des connaissances. Les normes, elles sont dynamiques dans le temps, elles évoluent en fonction des connaissances. Donc, en France, la réglementation vient d'une directive européenne qui elle-même, régulièrement renouvelée, on va peut-être en parler tout à l'heure, qui elle-même est établie sur la base des travaux d'experts et des recommandations de l'OMS, en sachant qu'en règle générale, les normes établies par la directive sont même plus sévères que les normes de l'OMS. Et donc tout ça aboutit à la définition en droit français, sur la base de la directive européenne, des normes que vous évoquiez tout à l'heure. Une réglementation dynamique qui protège, vous me confiez au début de cette émission qu'il y avait une dizaine de normes il y a un siècle et maintenant on en a plus de 63. Cela confirme effectivement le cadre de protection. Quand je parlais du progrès de santé publique tout au long du XXe siècle, en fait, il se traduit dans les faits, et ça Karine en parlera mieux que moi, par le passage de 10 normes à la fin du XIXe siècle et aujourd'hui plus de 60 normes. Docteur, quels sont les risques qui sont couverts par ces normes justement? Alors, si je m'intéresse plus particulièrement à la santé, parce qu'il y a certaines normes qui s'intéressent plus au bon fonctionnement du dispositif de potabilisation, mais il y a 2 grands risques. Premier risque, le seul risque aigu au final avec l'eau, c'est le risque microbio. Je parle avec un microbiologiste. Donc, les premiers paramètres qui sont établis, là avec une tolérance 0, ce sont les paramètres microbiologiques pour éviter tout risque de contamination. Et ensuite, vous avez tout l'univers des contaminants, des substances indésirables, pour lesquelles sont déterminées, sur la base des travaux dont je parlais tout à l'heure, des doses maximales acceptables. En sachant que tout ça donc aboutit à ce qu'on appelle des limites de qualité, qui sont donc ces valeurs qui concernent tous les produits qui pourraient avoir une influence sur la santé. Et donc ces limites sont définies en se souvenant tout de même, on y viendra sans doute dans la suite de la conversation, que la plupart du temps, ces limites de qualité ne correspondent pas à un risque immédiat pour la santé, mais à des limites d'alerte. Un espèce de seuil qui dit
aux entreprises qui produisent l'eau que là, il faut prendre ce problème-là en compte. Il y a d'autres normes qui définissent ce qu'on appelle des valeurs sanitaires, je pense que Karine va nous l'expliquer bien mieux que moi, qui, elles, définissent le passage à un risque sanitaire. On ira là-dessus, mais docteur, ma question est aussi, bien sûr, sur la France et un état des lieux. Un petit peu, vous parliez de cadre réglementaire européen. Parlons effectivement de la France, parlons de l'état des lieux. Où se situe la France, justement, dans le respect de ces normes, dans le niveau d'exigence qui est fait par le pays ? Je vais même aller plus loin, parlons du monde. Oui. Il y a quelques années, j'avais eu la chance d'organiser un colloque dans le cadre des entretiens de Bichat. Vous savez que c'est cette grande messe médicale où on fait de la formation de médecins. Et j'avais eu la chance, vous connaissez peut-être le professeur Gentilini, qui avait été donc le président de séance, qui avait accepté d'être le président de séance, qui est donc président de la Croix-Rouge, grand professeur en infectiologie, et qui donc gentiment avait accepté de présider le colloque que j'avais organisé sur les nouveaux micropolluants. Donc ce sujet sur la recherche qui avance en permanence. Mais par contre, il avait tenu à faire une introduction pour dire « Ok, je veux bien parler avec vous des nouveaux micropolluants, mais je veux rappeler en introduction le fait qu'en France, on a cette chance d'avoir une des eaux les plus contrôlées du monde et qu'on a cette chance d'avoir une eau potable 24 heures sur 24 au robinet. » On est plus exigeant qu'ailleurs, c'est ça, voilà. Que vous dites, donc, hein. déjà, il y a le contexte européen, soyons clairs. L'Europe, on est en phase d'élection européenne. On sait que souvent, on reproche à l'Europe de mettre beaucoup de cadres et beaucoup de normes. Pour l'eau, ça nous arrange, puisque ça fait que l'eau est hyper contrôlée et hyper encadrée. Donc cette directive européenne, en effet, elle est traduite en droit français, donc l'exigence européenne est là en France, en sachant que sur beaucoup de problématiques, et mes collègues reviendront sans doute plus en détail, comme les PFAS, etc., les autorités sanitaires en France et les entreprises de l'eau souvent anticipent sur ces problématiques, mettent des plans en place, des plans d'intervention, des plans de mesure. Par exemple, sur les PFAS, dont le contrôle sanitaire va être obligatoire à horizon 2026, les autorités sanitaires sont déjà en marche et les entreprises d'elles-mêmes ont déjà des programmes de mesure. Merci docteur, on poursuivra avec vous dans quelques instants. Avant cela, justement, vous parliez de limites de qualité. C'est vrai que quand on parle de l'eau, du traitement de l'eau, la qualité de l'eau, on parle avec un jargon, Karine Delabre, très professionnel qui, moi, me perd un peu. Pour les novices comme moi, quand on parle de limites de qualité, de références de qualité, de valeurs sanitaires transitoires, de VMAX, comment on s'y retrouve dans ce jargon-là, très technique ? Alors, d'abord, tous ces termes font appel à la réglementation. Et en effet, ce n'est pas toujours très simple, mais aussi parce que la situation n'est pas simple et que sa compréhension fait appel à des notions qui sont assez techniques et spécifiques. Alors, par exemple, si on prend les contaminants chimiques, il y a eu ces dernières années une évolution dans la capacité de détection de ces molécules. Et aujourd'hui, on est capable de détecter un grand nombre de molécules à des concentrations de plus en plus basses. Et la réglementation, c'est ce qu'a dit le docteur Beaulieu, a dû s'adapter de façon à encadrer cette évolution des connaissances, et ce qui a induit un niveau de complexité supérieur par rapport à la réglementation. Alors, je vais essayer de prendre un exemple et d'être le plus clair possible, par exemple celui des pesticides et des métabolites pertinents dont on parle beaucoup dans les médias. Donc pour ces molécules, il y a une limite de qualité qui est fixée à 0,1 microgramme par litre. Et cette limite, elle n'a pas une valeur sanitaire. Elle correspond à une valeur qui a été déterminée il y a un grand nombre d'années et qui correspondait à la capacité de détection de l'époque, c'est-à-dire à la limite de détection des méthodes de l'époque. Donc si pour une molécule on dépasse cette limite de qualité, on est en situation de non-conformité. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que l'eau ne doit plus être consommée, ça veut dire qu'il faut aller regarder la concentration de la molécule qui a été détectée et la comparer à une valeur qui, elle, est réglementaire et qui est spécifique de cette molécule et qui a une valeur sanitaire. C'est ce qu'on appelle la VMAX. Donc, c'est vrai que tout ça est un peu complexe, et pour avoir une vision simplifiée de l'application de la réglementation à l'eau qui coule au robinet de chacun, il existe plusieurs supports. On voit à l'écran la fiche info-facture, donc qui est envoyée en même temps que la facture et éditée par les agences régionales de santé. Et donc, on peut y voir un indicateur global de qualité qui permet de qualifier finalement en termes de qualité l'eau qui coule à son robinet. Et donc là, sur cet exemple-là, qui est récente, puisque c'est pour l'année 2023, sur cette zone de distribution du CEDIF sud du département 91, on voit que l'indicateur global de qualité est en A. Et si on descend un petit peu en plus, on va voir également des détails sur les pesticides que je viens d'aborder.
Et donc c'est très, très transparent, on voit effectivement là au travers des indices et également des conseils qui sont donnés, effectivement la qualité de l'eau. Voilà. Il y a également des supports sur Internet, hein, bien évidemment, donc Direction générale de la santé, les ARS, le site du syndicat des eaux d'Île-de-France, de Veolia d'Île-de-France. Enfin, il y a une multitude aussi d'informations qu'il est possible de... L'information est dans votre boîte aux lettres. Quand vous recevez effectivement une facture d'eau, vous avez en plus de cela toutes les informations qui sont associées au contrôle et bien sûr à la qualité de l'eau. Le produit, on le disait, alimentaire avec vous, Sylvie Thibert, qui est le plus contrôlé en France. On parlait de ces 18 millions de contrôles justement. Sylvie Thibert, qui est en charge de ces contrôles et quelle est la fréquence des contrôles? On en a parlé tout à l'heure avec l'ARS et les distributeurs d'eau. Alors donc, l'autorité de santé, c'est les agences régionales de santé, et donc ce sont elles qui organisent et font réaliser les contrôles réglementaires qui sont prévus par le Code de la santé publique, qui définit les paramètres qui sont recherchés, les 63 paramètres dont on parle, et également qui définit la fréquence du contrôle, qui va dépendre essentiellement du nombre d'habitants dans la commune. Plus la commune est peuplée, plus il y aura d'analyses. Et puis donc ça, c'est un contrôle qui est obligatoire, donc fait par un tiers indépendant du distributeur d'eau, puisque donc c'est réalisé par les autorités de santé. Mais la réglementation prévoit également que le distributeur d'eau doit également faire lui aussi son contrôle, contrôle qu'il doit lui-même établir, parce que donc le contrôle de l'autorité régionale de santé, c'est un contrôle donc qui découle du Code de la santé publique et qui est donc, il faut s'adapter dans un moule qui est fait pour tout le monde. Et par contre, le distributeur d'eau, lui, doit faire une analyse des risques sur son installation et donc il doit, lui, faire un contrôle qui est vraiment adapté à la ressource qu'il utilise, à sa filière de traitement, à son réseau de distribution. C'est du sur-mesure que fait l'exploitant. Et donc il y a ces deux niveaux de contrôle qui existent pour surveiller la qualité de l'eau. Et on parlait de plus de 1000 contrôles le jour sur les communes qui sont desservies par les eaux du Sédif. C'est énorme. Oui, il y a plus de 400 000 analyses qui sont faites chaque année sur les installations du Sédif. Alors je me tourne vers vous, docteur Beaulieu, pour les parents qui nous écoutent ici en direct. Un nouveau-né, on sait, un système immunitaire fragile. Les bébés peuvent-ils boire l'eau du robinet? C'est une question qui revient régulièrement auprès des habitants. Bien sûr. Et de manière légitime. Oui. Alors je vous rappelle ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que les normes sont établies pour que tout consommateur puisse boire de l'eau toute sa vie, l'eau du robinet toute sa vie. Dans ces consommateurs, les populations les plus fragiles sont prises en compte. Donc les bébés, les personnes âgées. Donc en toute théorie, et toutes les études le confirment, aujourd'hui l'eau du robinet peut être utilisée chez les bébés. Alors avec quelques précautions, par exemple à moins de 4 mois éventuellement bouillir l'eau pour ce risque immunitaire. Il y a aussi une immaturité enzymatique, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais chez les nourrissons qui quelquefois fait se poser des questions aux parents par rapport au nitrate. La norme aujourd'hui appliquée au nitrate dans la réglementation suffit à couvrir ce risque. Et aujourd'hui, je pense que les mentalités évoluent. Pour le centre d'information pour lequel j'interviens a accompagné très récemment un grand groupement de crèches qui justement est en train, lui, d'accompagner les parents en leur indiquant qu'ils sont en train d'aller vers la reconstitution des biberons en crèche avec l'eau du robinet. Ce qui aujourd'hui d'ailleurs est la recommandation des autorités sanitaires et de l'ANSES. Merci, docteur. On ferme cette séquence consacrée à la réglementation pour basculer sur une autre séquence. Logiquement, on a parlé de micropolluants et on va traiter justement ce sujet ô combien important des micropolluants avec vous, professeur Di Martino. Merci d'être là à nos côtés. Les micropolluants sont partout dans notre quotidien. Vous êtes, je le rappelle, microbiologiste spécialisé dans les risques de contamination de l'eau à l'université de Cergy. On entend parler de perturbateurs endocriniens, de polluants éternels ou encore de microplastiques. Professeur, faut-il s'en inquiéter ? Alors les micropolluants, tout d'abord, ce sont principalement des polluants chimiques. Et parmi ces polluants chimiques, principalement des pesticides et des métabolites de pesticides. Métabolites voulant dire des produits de dégradation dans l'environnement, dans le corps humain et au contact des animaux vivants. Donc pesticides, ça va être les herbicides, bien sûr, qui sont utilisés dans l'agriculture, qui peuvent être utilisés par les pouvoirs publics, les mairies, les agglomérations, par exemple, mais aussi par monsieur et madame tout le monde dans son jardin. Donc attention à l'usage effectivement des herbicides même à domicile. Les insecticides,
même chose, qu'on utilise également à domicile, donc auxquels on peut s'exposer par son usage. Et puis des produits de nettoyage qui sont utilisés dans l'industrie et à nouveau à domicile. Donc j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on a aussi une exposition par ces pratiques personnelles qui n'ont rien à voir avec l'eau potable, en manipulant, en utilisant un certain nombre de produits qui contiennent des molécules polluantes qui deviendront ensuite des micropolluants. Les polluants émergents, ça va être des composés chimiques qui ne sont pas dans la liste des micropolluants qui sont habituellement réalisés dans les analyses réglementaires, pour lesquels on n'a pas forcément, et en général, on n'a pas des données scientifiques très précises à la fois sur leur répartition dans l'environnement, mais aussi sur leur impact sanitaire, sur la santé de l'homme, mais par contre qui commencent à être surveillés, et avec l'évolution, on en a parlé des normes, qui, à l'avenir, s'ils sont préoccupants, eh bien, seront inclus dans les contrôles réglementaires. Ça a été évoqué sur les PFAS, où la réglementation est en train d'évoluer. Donc les pesticides, eux, ils sont parfaitement réglementés depuis très longtemps, ils sont contrôlés avec des seuils, ça a été dit également. Parmi les micropolluants émergents, on peut citer certains médicaments, effectivement, comme des antibiotiques, ou comme des œstrogènes qui proviennent par exemple de la pilule contraceptive. Et ça, on pourra en retrouver des concentrations extrêmement faibles, de manière ponctuelle, dans l'eau du robinet. Ça n'est pas impossible. Par contre, à des concentrations extrêmement faibles, bien inférieures à des doses thérapeutiques, malgré une exposition qui serait même tout au long de la vie. En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, en fait, c'est une activité de perturbation, on va dire, de la régulation hormonale au sein de l'organisme humain. Et là, ils vont appartenir à plusieurs classes de molécules chimiques. On va retrouver des médicaments, on va retrouver des pesticides, on va retrouver des plastifiants, le bisphénol A. Je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler. On va retrouver des PFAS et on va retrouver des produits de combustion, des dioxines. Là encore, c'est un polluant dont on parle depuis très longtemps. Donc on sait dans l'environnement qu'il perturbe la reproduction et la croissance des poissons. C'est bien connu. Après, les effets sur la santé humaine, par contre, c'est beaucoup moins bien connu, surtout par rapport aux doses auxquelles l'homme peut être confronté. Les plus sensibles, ça va être les femmes enceintes et principalement les bébés qu'elles portent et les nouveau-nés. Par contre, on n'est pas exposé à ce type de polluants, perturbateurs endocriniens, par l'eau du robinet. Encore une fois, on va être exposé plutôt, à nouveau, par des usages qu'on va faire, soi-même de pesticides, en usage domestique, les matières plastiques. Si on cuit dans des matières plastiques, si on utilise beaucoup de matières plastiques contenant alimentaires, par exemple, et si on utilise certains produits d'hygiène, voire certains cosmétiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc il faut être vigilant aussi, bien sûr, à son usage au quotidien. Exactement, ce que vous nous dites. Il faut faire attention aux produits qu'on utilise. On est chacun responsable là-dessus. Pour peut-être terminer. Oui, les microplastiques. Oui. Les microplastiques, eux, ce ne sont pas des polluants chimiques, c'est des particules. Donc les microplastiques, eux, ils sont aussi très largement présents dans l'environnement. Ils sont issus de la dégradation des déchets plastiques, on en voit tous un peu partout, et qui vont se retrouver effectivement dans l'eau. Et puis ils sont aussi produits lorsqu'on lave nos vêtements synthétiques. Alors, on ne connaît pas grand-chose aujourd'hui de la toxicité de ces microplastiques en tant que tels. Par contre, on pense qu'ils peuvent véhiculer d'autres polluants, qui peuvent se fixer à eux, s'absorber, et donc qu'on pourrait éventuellement consommer, voire un certain nombre de micro-organismes pathogènes. Donc il y a des recherches pour voir comment ils peuvent véhiculer ces éléments toxiques. Et une dernière chose sur ces micropolluants qui sont des microplastiques, c'est qu'on va être plus exposé si on boit de l'eau en bouteille, puisque les eaux en bouteille, le contenant est une source de microplastique, ce que n'est pas l'eau du robinet. Alors justement, ces polluants éternels qui, depuis des siècles, sont présents dans l'eau, le sol, l'air, faut-il s'inquiéter quand justement ces polluants s'associent et s'additionnent avec d'autres molécules polluantes? On parle d'effet cocktail, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce phénomène-là, professeur? Alors, le mot cocktail, il veut juste dire qu'on n'est jamais exposé à une seule molécule, mais qu'on va être exposé à un mélange de molécules qui vont être ensemble. Et en fait, quand des molécules sont ensemble, et qui peuvent avoir chacune leur toxicité, on peut avoir différents effets. On peut avoir un effet additif, c'est-à-dire que la toxicité de chacune des molécules s'ajoute aux autres, et donc on a un effet global qui est la toxicité de l'ensemble. On peut avoir un effet synergique, ça veut dire que la toxicité finale est supérieure à la somme de toxicité de l'ensemble des molécules.
On peut avoir un effet potentiateur, c'est-à-dire que vous avez une molécule qui n'a pas de toxicité, mais au contact d'une deuxième, elle va avoir une toxicité qui va être exacerbée. Et à l'opposé, on peut avoir un effet antagoniste, c'est-à-dire qu'une molécule peut diminuer la toxicité d'autres. Donc on peut avoir vraiment beaucoup de choses. Par contre, l'effet le plus fréquent, c'est l'additivité, l'addition. C'est-à-dire on additionne tout ça. Alors l'impact sanitaire des effets cocktails, c'est très compliqué, parce qu'au niveau scientifique, c'est très difficile à étudier. Mais les microbiologistes s'intéressent de près, forcément on a une maîtrise de tous ces sujets-là, on le voit avec une démonstration ô combien intéressante. Je continue avec vous, Karine Delabre, on voit effectivement que ces sujets-là sont bien sûr, fort heureusement, très étudiés. Face à la multiplication de ces polluants, comment Veolia anticipe les risques face à ces nouveaux polluants ? Alors, anticiper les risques, cela passe par une bonne connaissance des dangers. Un danger, c'est ce dont vient de parler le professeur Di Martino, c'est tous les contaminants ou chimiques ou les micro-organismes et donc auxquels on doit faire face. Et j'ai envie de dire que ça fait partie de notre ADN, cette anticipation des risques. Tout à l'heure, je parlais de la norme ISO 22000 que l'on met en œuvre. Et cette anticipation des risques, c'est une étape indispensable à la mise en œuvre de cette démarche. Donc, chez Veolia d'Île-de-France, on va travailler par exemple avec le groupe Veolia pour bénéficier de connaissances au niveau national ou international au contact des experts du groupe. Et on a également une équipe de 20 personnes qui travaillent donc dans un service de recherche et développement. Et chaque année, on élabore avec le CEDIF un programme de recherche de façon à anticiper justement les risques et aussi anticiper par exemple l'avènement de nouvelles réglementations comme ça a été le cas ces dernières années. Donc sur le plan des risques sanitaires, on va réaliser de la bibliographie, on va réaliser des campagnes de prélèvement, donc dans les ressources qu'on utilise pour produire de l'eau, mais pas seulement. On va également aller regarder dans les usines à chaque étape de traitement si on retrouve ou pas ces polluants pour évaluer aussi l'efficacité des traitements actuels. On a également des installations dites pilotes qui sont des mini-installations qui permettent de simuler des étapes de traitement. Et donc, ça nous permet de modifier et de tester différentes conditions d'exploitation pour essayer d'en trouver les meilleures pour justement être capable de faire face à l'émergence de nouveaux contaminants. L'eau du robinet en question, c'est le sujet de notre émission. Nous sommes en direct et nous serons bien sûr ravis de répondre à toutes vos questions à la fin de cette émission. Vous pouvez d'ores et déjà nous écrire et nous serons ravis de traiter ces questions en direct à l'antenne. On parle de mission de service public, on parle d'un sujet alimentaire ô combien important. Sylvie Thiver, c'est un rôle très important et fort que le CEDIF a comme pour mission, 4 millions d'usagers franciliens. Comment le CEDIF se positionne face à ces nouveaux risques ? Donc le CEDIF se doit donc de réfléchir à ces nouveaux risques et à chercher les solutions qui vont permettre de les limiter, voire de les supprimer. Et donc, comme vient de le décrire Karine, ça passe déjà par une première étape, un programme d'études et recherches important pour identifier ces nouveaux dangers. Donc, on a parlé aussi depuis le début de l'émission de ces nouveaux polluants émergents que sont les PFAS, que sont les métabolites de pesticides. C'est vrai qu'il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, on n'allait pas chercher ces molécules. Donc on sait très bien qu'il y a donc des avancées scientifiques et technologiques qui vont probablement dans les années à venir mettre en évidence de nouvelles molécules dans les eaux, qui sont ces molécules qui sont en fait les résultats de notre vie quotidienne et de l'ensemble des activités humaines et des produits qu'on utilise. Et donc pour faire face à ces risques, le CEDIF donc réfléchit, donc une fois qu'on
donc on recherche les dangers et après donc il faut les solutions pour faire barrière à ces dangers. Et donc le CEDIF a choisi d'implanter de nouvelles technologies sur ces usines de production d'eau potable qui sont des techniques membranaires. Donc le CEDIF a déjà sur une de ces usines une filière qui fonctionne pour la production d'eau potable avec des membranes. Et donc son projet est d'installer un dispositif membranaire sur chacune de ces usines. Dispositif qui est une barrière physique en fait, et qui empêche les micropolluants de traverser cette barrière et donc de se retrouver dans les eaux qui sont distribuées aux consommateurs. Sylvie Thivert, on parlait dans notre séquence consacrée à la réglementation de ces 63 normes qui régissent la production et la distribution de l'eau. L'eau cesse-t-elle d'être potable quand il y a un dépassement de limite de qualité? On l'a un peu évoqué brièvement. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, en général, donc, il y a des contrôles qui sont très réguliers de la qualité de l'eau. Donc des contrôles qui sont faits à la fois par l'Agence régionale de santé et par l'exploitant des installations. Et donc, si une de ces analyses montre des dépassements des limites de qualité, l'information est immédiatement remontée aux autorités sanitaires qui sont, elles, habilitées à décider si l'eau peut continuer à être distribuée ou non. Et il y aura systématiquement des prélèvements de recontrôle pour s'assurer donc que la mesure qui a été faite d'une non-conformité perdure dans le temps. Et donc, si l'autorité sanitaire estime qu'il y a des dangers à consommer l'eau, elle a plusieurs dispositifs ou de limiter l'usage de l'eau, donc elle peut interdire la consommation, mais on continue à distribuer l'eau et l'eau il peut y avoir, on peut demander de faire bouillir l'eau par exemple avant de la consommer, ou il peut y avoir carrément une interruption du service de l'eau si les dangers sont... Et donc obligatoirement aussi il y aura l'exploitant devra rechercher des solutions pour ramener le plus rapidement possible l'eau dans les limites de qualité, dans le respect des normes. Donc des décisions prises avec un niveau de graduation effectivement en fonction de l'état des contrôleurs. Alors dans les médias, Sylvie Thibert, on a entendu récemment qu'un métabolite de chlorothalonil a été mesuré au-delà du seuil de 0,1 microgramme par litre en sortie d'une de vos usines. Là aussi, la même question, faut-il s'en inquiéter, Sylvie Thibert? Alors, donc, ce chlorothalonil, on le retrouve, donc il y a eu des campagnes d'analyse nationale, et donc on sait qu'il est présent dans quasiment les 2/3 des ressources en eau qui ont été analysées dans cette campagne nationale, qu'on le retrouve dans 1/3 des eaux distribuées. Et donc c'est le chlorothalonil, donc c'est un métabolite, donc un produit de dégradation d'un pesticide, c'est un fongicide, et donc qui est interdit à l'utilisation maintenant. Et donc on a effectivement fait des analyses, on a retrouvé ce métabolite du chlorothalonil dans l'eau produite, on l'a retrouvé dans la ressource en eau, on l'a retrouvé dans l'eau produite. Et alors donc on est avec ce cas des pesticides, dans justement la partie la plus complexe de la réglementation. Donc on a une eau qui effectivement avec donc des pesticides, enfin le chlorothalonil, ce métabolite du chlorothalonil qui est mesuré au-delà de la limite de qualité. Donc en théorie nous avons une eau non conforme. Par contre la limite de qualité n'est pas établie sur des effets sanitaires, et donc ce qui fait qu'on peut continuer à distribuer l'eau et à consommer l'eau jusqu'à une valeur sanitaire transitoire qui a été adoptée par les autorités sanitaires, qui est de 3 microgrammes par litre. Donc les valeurs qu'on retrouve, elles sont bien inférieures, elles sont 10 fois inférieures à ces valeurs de 3 microgrammes par litre. Et donc la consommation de l'eau peut continuer, même si on a un dépassement de la norme de qualité. Donc la réponse à la question faut-il s'en inquiéter, c'est un grand non. Non, pas dans les conditions et pas pour les valeurs mesurées sur les eaux distribuées par le CEDIF. On continue notre émission avec
Une autre séquence consacrée au goût et aux saveurs. C'est vrai que c'est un sujet qui revient là aussi régulièrement dans les bouches des usagères et des usagers. Et nos équipes sont justement parties à la rencontre, souvenez-vous, c'était en février dernier, nos 20 responsables associatifs partenaires du programme Eau Solidaire. On leur a demandé quelles sont les questions fréquemment posées justement par les habitants de l'eau. On en parle tout de suite dans ce reportage. Pour répondre aux questions que se posent les habitants de l'Île-de-France sur l'eau de leur robinet, le syndicat des eaux d'Île-de-France et son délégataire Veolia Eau d'Île-de-France, qui distribue 132 communes de la région parisienne, a organisé un atelier Eau Solidaire. On va essayer justement d'identifier quels sont les freins psychologiques à la consommation de l'eau du robinet. Les responsables d'une vingtaine d'associations d'Île-de-France ont pu répercuter les questions qui leur sont régulièrement posées par les habitants. Il y a toutes les thématiques qui interviennent par rapport à l'eau, le goût, sa provenance, son traitement. Ce sont les questions qui nous reviennent principalement par rapport à l'eau. Que faire lorsque l'eau a le goût du chlore? Pourquoi l'eau est-elle dure avec beaucoup de calcaire? Y a-t-il vraiment un intérêt à utiliser une méthode de filtration à la maison? Ensuite, viennent de nombreuses questions sur la santé et la qualité de l'eau. L'eau peut-elle être contaminée sur le réseau? Tout ce qui touche aux métaux lourds, cadmium, plomb, etc., les pesticides. Par rapport à la qualité de l'eau, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça apporte quelque chose de plus par rapport à leur santé? Tout le monde peut l'utiliser. Est-ce qu'il y a il y a une catégorie de gens qui doivent l'avoir ou pas? Vraiment, est-ce que l'eau, est-ce que je ne prends pas de risque pour ma santé? Comment elle est effectivement traitée de façon contrôlée, justement dépolluée pour qu'on puisse effectivement la boire, quoi. Comment Veolia s'assure de la dépollution avant la mise en réseau? Ça, c'est une bonne question, ça va toucher aussi au traitement de l'eau. Je suis venu ici pour poser les questions principalement liées à la qualité de l'eau dans la robinetterie. Donc essayer d'avoir des éléments de réponse pour savoir si une éventuelle pollution peut venir du réseau ou de l'immeuble ou de l'installation dans le domicile. Y a-t-il des microbes qui persistent au traitement de l'eau? Il n'y a pas de tabou. Toutes les questions sont prises en compte. Les pesticides et tout ce qu'on peut y rejeter avec les antibiotiques et ainsi de suite, ça serait plus cette question-là. Pourquoi on les retrouve dans notre consommation, dans la consommation de l'eau et comment y faire face? On a vraiment besoin d'avoir de réponses pour qu'on puisse aussi répondre aux gens qui nous posent ces questions. Parce que si on n'a pas de réponse, ça sera un peu difficile pour nous de leur répondre, de les rassurer par rapport à leurs préoccupations. Le goût et la saveur de l'eau, on en parle dans cette prochaine séquence et on va démarrer comme on l'a fait précédemment avec une nouvelle question. Je vous invite à y répondre bien justement dans l'onglet sondage avec cette question qui va s'afficher ici même à l'écran. Qu'est-ce qui peut parfois, selon vous, donner un goût à l'eau du robinet? 4 possibilités de réponse. S'agit-il du chlore? Réponse 1. S'agit-il du calcaire, du plomb ou des bactéries? Je vous laisse quelques instants, quelques secondes. Je suis certain qu'en plateau, vous avez une nouvelle fois la bonne réponse. Mais il incombe à celles et ceux qui nous suivent et qui sont responsables d'associations partenaires du programme Eau Solidaire, que je salue et qui font un travail tout au long de l'année de conseils et d'informations auprès des 4 millions d'usagers du CEDIF. On va vous proposer de découvrir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est le chlore, cette fameuse odeur de chlore qui revient souvent dans la conversation sur l'eau du robinet. Professeur Di Martino, je rappelle que vous êtes microbiologiste spécialisé dans les risques de contamination de l'eau à l'université de Cergy. Professeur, le chlore, est-ce un problème quand on boit de l'eau du robinet? Alors d'abord, c'est sûr que le chlore peut donner un problème de goût qu'on peut percevoir, ça c'est clair. Par contre, le chlore, c'est vraiment un élément précieux pour prévenir tout ce qui est infection microbienne. Le chlore, ça va être un traitement, la chloration, un traitement parmi les traitements finaux en sortie d'usine. Et il va avoir 2 rôles. Le premier rôle, ça va être d'inactiver les micro-organismes qui sortent de l'usine à ce moment-là. Et ensuite, ça va être de prévenir les développements microbiens dans le réseau au cours du cheminement de cette eau jusqu'au robinet du consommateur. Donc c'est un rôle très important. Le chlore, il est utilisé depuis très longtemps, le 19e siècle, début du 20e, fin du 19e siècle. Et en fait, on l'a oublié
mais pendant tout le 19e siècle en Europe, on avait des grandes épidémies qui étaient liées à la consommation d'eau potable. C'était le choléra, la fièvre typhoïde, par exemple. Bon, ça nous paraît très lointain, mais c'est très important de prévenir des infections qui peuvent être transmises par l'eau. Le chlore, tel qu'on l'utilise aujourd'hui en tant que tel, il ne présente aucune toxicité. Donc à part le mauvais goût, il n'y a aucune toxicité associée avec la maîtrise qu'on a de la chloration. Par contre, le problème qu'il peut y avoir avec le chlore, ça va être l'interaction du chlore avec de la matière organique qui est présente dans l'eau. La matière organique, en milieu naturel, elle va être apportée dans l'eau par des animaux, par des débris végétaux, des feuilles, d'arbres, par le fait que l'eau qui ruisselle au cours des pluies va lessiver les sols et apporter de la matière qui vient des sols dans l'eau. Donc il y a naturellement de la matière organique dans l'eau qui est retirée par les traitements en usine. Mais il faut que ces traitements en usine soient les plus efficaces possibles pour retirer cette matière organique, pour éviter cette formation de sous-produits. Ces sous-produits, c'est des THM, des trihallométhanes. Et ces sous-produits, s'ils sont à trop forte concentration, peuvent favoriser le développement de cancers de la vessie ou des cancers colorectaux. Donc c'est quand même un enjeu important. On peut souligner que parmi les technologies sur le territoire du CEDIF qui sont utilisées, cette technologie a été évoquée tout à l'heure, la technologie de nanofiltration à Méry-sur-Oise est extrêmement performante pour enlever totalement la matière organique. Donc là, on n'a aucun risque d'avoir des THM, et les THM sont maîtrisés dans les autres usines. À la question, qu'est-ce qui peut parfois, selon vous, donner un goût à l'eau du robinet? Vous êtes 75% des répondants à avoir trouvé la bonne réponse. Alors, Sylvie Thibert, le chlore est indispensable ou on peut s'en passer un jour peut-être? Alors donc l'utilité du chlore, comme vient de le rappeler le professeur Di Martino, c'est de limiter le développement des bactéries pendant la distribution de l'eau dans le réseau. Et donc oui, de ce point de vue, le chlore est utile. Mais donc on peut essayer d'avoir une autre stratégie aussi pour limiter le développement des bactéries, c'est de les affamer. Et donc en leur retirant cette matière organique dont vient de parler également le professeur Di Martino. Et les technologies membranaires sont des technologies qui permettent justement un traitement poussé de l'eau et qui vont retenir la matière organique. Et donc on peut espérer, lorsque ces traitements seront généralisés sur les usines du CEDIF, pouvoir produire une eau débarrassée de matière organique, donc sans nourriture pour les bactéries. Donc les bactéries ne pourront pas se développer dans le réseau parce qu'elles n'auront rien à manger. Et donc du coup, on aurait moins besoin du chlore, voire plus besoin du chlore pour limiter la croissance des bactéries, puisqu'elles seraient de fait limitées par le manque de nourriture. Sylvie Thibert, je vous propose de nous arrêter également sur le calcaire. Parmi nos répondantes et répondants à la question que je vous ai posée, 33% des personnes ont répondu le calcaire. Certains pensent à tort ou à raison que le calcaire est mauvais pour la santé. Est-ce le cas ? Alors le calcaire, déjà le calcaire c'est quoi? C'est du calcium et des carbonates. Le calcium on en a besoin, le corps humain, l'organisme a besoin de calcaire, de calcium. On va le trouver, bon, l'eau n'est pas la voie prioritaire pour les apports en calcium, c'est plutôt dans la nourriture qu'on va les trouver. Mais l'eau peut contribuer et il n'y a pas de désagrément, il n'y a pas de contre-indication sanitaire sur la présence du calcium dans l'eau. Après, les désagréments, on va plutôt les trouver dans la présence de traces blanchâtres sur la vaisselle ou dans l'entartrage des appareils électroménagers, s'il y a trop de calcium dans l'eau. Ça fait le lien avec notre prochaine séquence. On parle de goût et de saveur de l'eau. Parlons bien sûr, maintenant, la suite logique, c'est de parler du traitement de l'eau. Ces derniers mois, le CEDIF a présenté des projets pour produire une eau moins calcaire, mais aussi plus pure, et même un jour sans chlore. Vous nous avez confirmé que l'eau du CEDIF, Sylvie Thibert, est irréprochable. Alors pourquoi fait-on de tels investissements d'avenir ? Tous les échanges qu'on a eus au début de ces entretiens, c'est donc pour tous ces micropolluants qui sont présents dans l'eau, qu'on met en évidence maintenant avec les techniques actuelles ou qu'on mettra en évidence dans l'avenir avec les évolutions des méthodes analytiques. Et donc c'est pour prévenir
c'est donc la présence de ces micropolluants. Et donc, les techniques membranaires vont permettre de les retenir. Et donc, c'est aussi, donc, on ne sait pas tous ces micropolluants, on ne sait pas lesquels sont présents, on ne sait pas dans quelle quantité, on ne sait pas quels sont les effets sanitaires, mais tous ces questionnements font que il y a une technique qui permet de les retenir, et donc le CEDIF a fait le choix de sécuriser la qualité de son eau au maximum en implantant ces techniques membranaires sur ces usines. Karine Delabre, vous êtes délégataire du CEDIF. Nouvelle production d'eau en 2030 sera-t-elle vraiment plus sûre finalement, ce qu'on dit? Est-ce que ce sera beaucoup plus sûr sur les fameux sujets d'actualité que l'on a évoqués, à savoir les résidus médicamenteux, les PFAS, les perturbateurs endocriniens? Alors oui, alors après c'est vrai que tous ces sujets vont rester quand même des sujets d'actualité, dans la mesure où ces molécules ne vont pas disparaître, elles seront toujours dans les ressources qu'on aura à exploiter. Mais là, ce qui va changer avec l'évolution des filières du CEDIF, c'est le fait qu'on disposera d'une étape supplémentaire de traitement, donc qui est l'OIBP, dont on a aussi beaucoup entendu parler, pour osmose inverse basse pression. Et on sait que ce traitement est extrêmement performant. Donc c'est un traitement membranaire, comme vient de le dire Sylvie Thibert. Et les membranes présentent l'avantage de ne plus éliminer chimiquement les polluants, mais de les extraire physiquement. Alors, il existe plusieurs types de membranes, mais schématiquement, c'est toujours un peu pareil. L'eau va rentrer dans un tube, va être filtrée, et ce qui va ressortir va être dépourvu de tout ce qui va être retenu sur la membrane. Et en fonction du type de membrane, on va retenir plus ou moins de molécules sur la membrane. Et par exemple, donc sur l'usine de Méry-sur-Oise actuellement, il y a déjà des membranes de nanofiltration. Et les membranes futures d'OIBP vont permettre de retenir encore plus de molécules que les membranes actuelles. Alors on a pu tester des membranes d'OIBP dans le cadre justement de la R&D et montrer par exemple que cette technique est tout à fait pertinente vis-à-vis du chlorothalonil, enfin du métabolite du chlorothalonil dont on a parlé tout à l'heure, et donc permettra justement de rendre l'eau en sortie d'usine conforme par rapport à... Donc des techniques qui sont scientifiquement bien sûr éprouvées, et j'imagine qu'en France on n'est pas les seuls bien sûr à travailler sur ces sujets aussi ô combien importants, et on confronte bien sûr les techniques pour avoir les meilleures techniques et pour avoir la meilleure qualité de l'eau. Parlons d'une séquence ô combien importante, celle de l'eau à la maison, puisqu'on l'utilise bien sûr au quotidien. Parlons d'équipements. C'est vrai qu'on parle souvent d'équipements, des équipements qui ont pour objectif parfois de filtrer l'eau. Ces produits sont présentés bien sûr par les équipementiers, par les fabricants comme efficace pour une meilleure eau. Carafe filtrante, filtre à eau du robinet ou encore gourde filtrante. On trouve beaucoup de sujets sur le marché. Professeur Di Martino, ces produits sont-ils utiles pour le consommateur, celui qui boit l'eau du robinet? Alors tout à l'heure, en introduction, on nous a parlé de maîtrise du budget de consommation de l'eau. On est dedans. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure que chaque consommateur d'eau pouvait avoir accès facilement à des données analytiques sur la qualité de son eau avec sa facture. Il peut aller au-delà de ça et s'informer en mairie de manière plus précise. Et si on s'informe, on verra rapidement qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir un traitement personnalisé à domicile. Maintenant, si on décide de s'équiper, par exemple, de carafes filtrantes ou de dispositifs de filtration de l'eau à la maison, là, il faut être extrêmement rigoureux sur l'entretien, en particulier de la partie filtrante. Parce que si on néglige l'entretien de la partie filtrante, on peut avoir une colonisation de cette partie filtrante, par exemple par des micro-organismes, et un relargage dans l'eau qu'on va consommer de micro-organismes, d'une eau qui au départ était conforme, qui va devenir non conforme et qui peut rendre malade. Donc c'est quand même dommage de penser améliorer la qualité de l'eau et au contraire de la polluer par un dispositif qu'on utilise mal. Même si on l'utilise bien, ce qui est conseillé, c'est de consommer rapidement l'eau qu'on filtrerait dans une carafe, par exemple, de ne pas la garder trop longtemps, de plutôt la garder réfrigérée, voilà, pour éviter Une question qu'on peut se poser en tant que consommatrice ou consommateur sur les filtres à eau, en gros, vous nous dites, c'est pas du tout utile, c'est ça? Moi, je déconseille. Voilà, C'est une dépense inutile dans l'immense majorité des cas.
Dans l'immense majorité des cas. Alors concernant les réseaux intérieurs parfois d'habitation, certains tuyaux ne sont pas forcément en bon état, ce qui impacte forcément la qualité de l'eau, mais on parle des réseaux intérieurs des habitations qui sont de la responsabilité de chaque propriétaire. Comment peut-on prendre finalement en compte ce risque et faire barrière aux bactéries qui ne sont pas de la responsabilité du réseau d'eau, mais qui sont de la responsabilité du propriétaire de l'habitation? Alors un conseil tout simple, lorsque vous ouvrez le robinet pour boire, ne prenez pas le premier jet. C'est-à-dire laissez sortir le premier jet sans laisser couler longtemps. Hein. Vous laissez sortir vraiment le premier jet, vous mettez votre verre, vous buvez. Un faible niveau de pression, c'est ça, suffit Oui, quelques secondes. En particulier, si vous êtes parti en week-end, que vous rentrez, vous êtes parti en vacances pour les vacances d'été que vous rentrez, là, vous faites couler un peu. Voilà. Pourquoi? Parce que juste à la tête du robinet, l'eau qui stagne peut être une zone où on peut avoir un développement microbien. Hein, les brise-jets, s'ils sont entartrés, c'est une zone où des micro-organismes peuvent se développer également. Donc, juste éliminer le premier jet, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut avoir un problème d'installation, c'est-à-dire avoir votre eau froide qui passe à proximité de tuyaux de chauffage, par exemple, ce qui va élever la température de l'eau. Ça, vous allez vous rendre compte, vous tirez de l'eau, si vous voulez la boire et qu'elle est tiède, qu'elle n'est pas fraîche, il faut laisser couler jusqu'à ce qu'elle soit fraîche. Parce que l'élévation de température, ça peut aussi, dans des zones, favoriser un développement microbien. Ça, c'était pour l'eau que l'on boit. Pour l'eau, pour prendre sa douche, par exemple, ce que je conseillerais, c'est de bien entretenir son ballon d'eau chaude. Un détartrage annuel est recommandé pour qu'il ait une bonne efficacité de chauffe. Et puis 2, c'est de régler la température de ce ballon d'eau chaude à une soixantaine de degrés, pas le descendre trop bas. Des fois, on voit 50 degrés, non, une soixantaine de degrés, 55, 60, soixantaine de degrés, c'est pas plus mal, parce que là, ça détruit les micro-organismes, on est tranquille et on n'a pas de risque de légionnelle quand on prend sa douche. Donc, si on doit résumer, on évite les filtres qui ne servent à rien pour filtrer l'eau. On laisse passer un petit peu, on laisse couler un petit peu d'eau justement, et on fait aussi attention, bien sûr, à son ballon à eau pour le détartrer une fois par an. Voici pour ces astuces au quotidien qui vous serviront aussi en tant qu'usagère et usager. Sylvie Thibert, l'eau du robinet est parfois trouble, colorée. C'est ce qui est aussi souvent à l'origine de fausses informations. Hein, quand on voit sur les réseaux sociaux, on prend une photo d'une eau trouble. Comment expliquer ce phénomène d'eau troublée? Alors, c'est comme on vient d'évoquer aussi, donc c'est souvent lié au réseau intérieur et parfois donc à de l'eau qui a stagné dans les réseaux et donc si le réseau est ancien, mal entretenu. On peut avoir de la corrosion et donc avoir des couleurs rouilles ou des troubles de l'eau, donc des particules qui viennent en suspension dans l'eau. Donc il faut toujours avoir à l'esprit que l'eau c'est un produit alimentaire et que vous n'auriez pas idée d'entreposer vos aliments dans de la vaisselle sale. Et donc vous devez aussi dans votre logement vous assurer de la bonne qualité de votre réseau intérieur, de son bon entretien, de façon à ce que l'eau chemine toujours dans un environnement qui est propre et sain. Donc c'est vraiment la responsabilité de chacun, c'est ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement si elle est troublée, c'est aussi parce que votre réseau intérieur, pour les personnes qui par exemple habitent dans une maison individuelle, elles sont concernées par un système de distribution qui leur incombe et qui ne sont pas forcément... Oui, de façon très générale, ça peut parfois être lié, il peut y avoir des travaux dans votre secteur, il peut y avoir un trouble de l'eau, mais dans la majorité des cas, en fait, ce sont vraiment des problèmes très locaux qui sont liés à l'habitation et donc au réseau intérieur des logements. On attaque la dernière séquence de cette émission et puis à l'issue de cette séquence, j'aurai le plaisir de poser des questions à nos 4 invités du jour, à nos 4 intervenants. N'oubliez pas bien sûr que nous lisons avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt les questions qui nous parviennent en direct. Info Intox, on a vu, on a entendu parler de beaucoup de choses. Sylvie Thibert, l'eau c'est un sujet sensible et c'est pour cette raison que nous sommes ici réunis pour échanger de façon objective et scientifique. On entend tellement de choses diverses et variées. Comment en fait? À qui se fier? Quelles sont les bonnes sources, sans faire de mots, d'informations pour se fier à un bon jugement que l'on peut avoir sur l'eau du robinet?
Alors pour parler d'eau, je dirais qu'il faut aller chercher l'information à la source. Et donc pour les informations sur l'eau, donc localement vous pouvez aller sur le site de votre distributeur d'eau, donc le site du syndicat des eaux d'Île-de-France en l'occurrence, ou le site de son délégataire Veolia Eau d'Île-de-France. Mais donc vous avez également le site de l'agence régionale de santé sur lequel vous retrouvez par exemple les infofactures qu'on a présentées tout à l'heure. Elles sont disponibles pour toutes les communes sur le site de l'agence régionale de santé. Il y a également le site du ministère de la Santé qui propose aussi, qui redonne toutes les résultats des analyses qui sont faites par les agences régionales de santé. Donc il y a de multiples formes. On peut s'adresser également au CIO qui donne des informations sur l'eau. Il y a beaucoup de sites officiels tout à fait fiables et responsables sur lesquels on peut trouver de l'information sur l'eau. Eh bien justement, je me tourne vers le docteur Beaulieu. Docteur, la machine, elle s'emballe sur les réseaux sociaux. Vous travaillez justement pour le Centre d'information sur l'eau. Quelle est la bonne communication ? Vaste question, mais c'est vrai que vous l'évoquiez. Et c'est vrai que la communication scientifique, surtout quand il s'agit de la santé, s'accommode mal du sensationnalisme. Et c'est vrai qu'on a assisté beaucoup à une communication un peu alarmiste. Je dirais que les deux maîtres mots, ça doit sans doute être transparence et pédagogie. Vous l'évoquiez. Enfin, la transparence, elle est là. Donc c'est que toutes les informations soient disponibles pour le consommateur. C'est un des éléments de la nouvelle directive de l'eau potable, d'ailleurs, hein, que le consommateur ait le plus largement possible accès à son information sur l'eau. Et puis la pédagogie, au final, c'est peut-être de manière un peu humoristique, vous dire qu'il faut refaire ce genre de choses pour justement passer tous ces petits messages du plus concret, comme le professeur Di Martino vient de le faire, ou des explications un peu plus complexes sur ce qu'on s'est dit sur les normes, qui ne sont pas des normes de danger, mais des normes d'alerte, etc., etc. Je pense que c'est une pédagogie qui doit être dans la répétition et on doit multiplier ce type de moments pour partager avec les consommateurs. On aura d'autres rendez-vous assurément, docteur. Et justement, ce rendez-vous, on va le prolonger avec ces questions qui nous parviennent. Une question qui vous est adressée, Karine Delabre. Bonjour, comment est déterminée la pertinence d'un métabolite? Est-ce que tous les métabolites sont suivis et analysés? C'est la première question. Alors la pertinence d'un métabolite, alors c'est une question très très technique. C'est quelque chose aujourd'hui qui est déterminé par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'environnement, et qui permet d'inclure une molécule dans la réglementation ou pas. Je vais dire les choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose de très cadré. C'est un travail qui est très lourd, puisqu'en fait, il faut considérer chaque molécule les unes après les autres, des études de toxicologie, et ça nécessite énormément de données qu'on n'a pas toujours. Donc c'est vraiment un travail colossal. Et compte tenu du nombre potentiel de métabolites, c'est vrai que ça nécessite encore beaucoup de travail. Encore beaucoup de travail dessus. Oui, docteur, allez-y. Peut-être rappeler aussi que par prudence, lorsqu'il manque quelques informations sur un métabolite, il est déclaré comme pertinent par précaution. Donc là encore, pour la sécurité sanitaire du consommateur, il y a ce principe de précaution qui est toujours mis en avant. Et donc s'il manque des données, parce que Karine le disait, c'est des dossiers d'expertise très très lourds, s'il manque une donnée, le métabolite est déclaré comme pertinent par défaut. Donc il rentre dans la réglementation. Le principe de précaution, docteur, c'est on a un doute, on prend le temps de la réflexion, on analyse et on prend une décision. On ne veut pas d'éléments manquants pour dire le métabolite n'est pas pertinent. Une deuxième question à vous, professeur Di Martino, et à vous, docteur Beaulieu. Plusieurs adhérents ont mentionné l'apparition de calculs rénaux suite à une consommation d'eau du robinet, information qui leur a été donnée par leur médecin. Que répondre à ces adhérents que l'on voit au quotidien par nos 20 associations partenaires? Docteur Beaulieu. Ça va être difficile pour moi de ne pas être confraternel, puisque non, la plupart des publications d'urologie montrent qu'au contraire, boire beaucoup d'eau, ça aide à éliminer les calculs. Pour autant, on sait qu'une eau trop minéralisée n'est pas optimale pour la santé. Ce qui fait que la plupart des urologues qui travaillent sur le sujet recommandent de ne pas boire d'eau minérale sur une longue période parce qu'il peut y avoir des déséquilibres dans la présence de minéraux. Pour autant, je pense qu'on ne peut pas incriminer l'eau du robinet comme étant une cause de colite néphrétique possible. Professeur Di Martino, vous avez l'air de... Tout à fait dans le sens. On va continuer peut-être avec d'autres questions qui nous parviennent. On a peut-être d'autres questions qui vont arriver dans quelques secondes. Peut-être le message que vous pourriez adresser, alors on l'a compris, on est tous réunis ici pour répondre de façon objective et scientifique. Ça a été des mots que j'ai rappelés
plusieurs reprises. Quel est le message que vous pourriez adresser à celles et ceux qui nous écoutent, ceux qui sont des représentants d'associations, qui vont au contact de nos 4 millions d'usagers, qui ont des questions? On commence avec vous, docteur. Peut-on boire l'eau du robinet si on devait poser la question comme ça? Alors, la réponse va être courte et claire, c'est oui. Et peut-être repartir de ce qu'on disait tout au début, c'est jamais oublier que l'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé et que ce contrôle et cette normalisation, comme je l'expliquerai tout à l'heure, ce système de normes, il est établi justement sur la base du respect de la santé du consommateur. Et peut-être rappeler aussi, je vais peut-être faire écho à, vous parliez beaucoup, professeur, tout à l'heure, de la présence des pesticides, etc. Donc ce qui est très intéressant, peut-être rappeler une notion sur l'exposome, qui est un mot compliqué. En médecine environnementale, on considère toujours l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble de la manière dont on est exposé à un toxique. Peut-être rappeler, par exemple, sur les pesticides, que tous les travaux de l'ANSES, dont parlait Karine tout à l'heure, montrent que l'exposition aux pesticides par l'eau du robinet, elle représente 5% de son exposition. Oui. L'exposition au PFAS, là les travaux sont, je crois qu'on est entre 2, vous m'arrêtez, je suis peut-être un peu moins pointu sur ce sujet, mais c'est entre 2 et 20%. Donc il ne s'agit pas du tout de défausser l'eau du robinet. Vous avez vu la profusion de contrôles et de traitements qui sont mis en place. Pour autant, il faut savoir remettre l'église au milieu du village et dire attention, l'eau en général est une source très marginale d'exposition. Pour les perturbateurs endocriniens, c'est exactement la même chose. L'OMS déclare que l'eau est un élément très marginal d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc, tout le monde travaille sur ces sujets, mais attention. Avis de médecin, avis de scientifique, peut-on boire l'eau du robinet? Alors, professeur dit. Sans aucun doute, effectivement, c'est ce que je fais moi-même. Donc, il faut boire l'eau du robinet, et je dirais en amont, l'eau du robinet, ça a été un peu évoqué, c'est le produit de la nature. Donc, ayons tous des éco-gestes, faisons tous attention à l'impact qu'on peut avoir dans l'environnement, les produits chimiques qu'on utilise au quotidien. Voilà, déjà, au-delà de l'eau potable, faisons attention à nos pratiques et faisons en sorte aussi que l'ensemble de la société améliore les pratiques d'émissions de pollution. Question d'une autre représentante d'association de notre programme au Île-de-France. Combien de temps peut-on conserver l'eau dans un récipient? Alors, qui souhaite prendre la question, professeur? Alors, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il valait mieux, lorsqu'on avait une eau qui avait été filtrée en carafe, la consommer rapidement et la réfrigérer. C'est la même chose si on ne la traite pas. C'est-à-dire qu'on ne conserve pas. L'eau du robinet, elle est faite pour être soutirée et pour être consommée rapidement. Voilà. Donc on ne stocke pas d'eau du robinet dans n'importe quel récipient, même propre. C'est pas l'objectif, sauf si bien sûr les pouvoirs publics vous disent attention, on va y avoir une coupure d'eau. Là, c'est autre chose. Hein. Mais l'eau du robinet, elle n'est pas faite pour être stockée à la maison. Elle est faite pour être consommée dans les heures qui suivent. Question complémentaire. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est important parce qu'effectivement là aussi c'est un sujet qui revient. Quel est le bon récipient pour conserver de l'eau, plastique ou verre? Alors, le bon récipient, c'est le récipient dont on peut avoir une bonne maîtrise en termes de nettoyage. Voilà. C'est-à-dire qu'avoir une carafe d'eau que l'on ne nettoierait jamais, c'est une mauvaise pratique. Donc il faut avoir vraiment soit un produit qui est facile d'utilisation, mais surtout facile de nettoyage. Voilà. Donc on peut avoir une bonne maîtrise. Parce que le risque, c'est de contaminer votre eau qui est bonne par votre récipient dont vous n'avez pas une maîtrise de nettoyage et d'hygiène. On a parlé de réseau intérieur de logement, question aussi très importante puisque chaque propriétaire, notamment de maison individuelle, est responsable de son réseau intérieur. Slitibert, comment entretenir le réseau intérieur d'un logement? Il faut déjà, bon, après on n'a pas toujours cette possibilité, mais à la conception, il faut s'assurer effectivement que les réseaux sont bien conçus, qu'il n'y a pas des zones mortes dans le réseau, qu'il n'y a pas une proximité entre le réseau d'eau froide et le réseau d'eau chaude. Et puis après, il faut également, donc c'est des contrôles réguliers du réseau intérieur. Et donc si on note des signes de corrosion, faire intervenir un plombier, un spécialiste qui peut faire le diagnostic du réseau et qui fera les réparations si elles sont nécessaires. Au premier signe, effectivement, consulter un professionnel. J'ai encore quelques questions justement à vous adresser. Elles vont me parvenir dans quelques instants. On le voit, hein, ces questions sont nourries, on le voit effectivement. C'est des questions qui sont des questions du quotidien qui nous concernent toutes et tous. Comment le service de l'eau se prépare-t-il à une catastrophe écologique? Contamination malveillante par exemple dans le réseau, c'est pour vous, Karine Delabre.
Justement, en fait, je reviens toujours avec mon ISO 22000 qui nous permet de gérer toutes sortes de situations. Et bien entendu, on a tout un dispositif de mesures pour faire face à éventuellement ce type d'événement. Donc on est prêt. On fait régulièrement des exercices justement où on simule une crise et donc on les fait pas dans notre petit coin, on les fait avec le syndicat des eaux d'Île-de-France, avec aussi d'autres partenaires. Et donc pour tester justement toutes les procédures qu'on n'utilise pas en temps normal et s'assurer que tout ça est bien huilé et fonctionnera si toutefois un jour on devait en avoir besoin. Donc tous les scénarios sont mis sur la table, c'est ça, tous les scénarios catastrophes, et on est capable de répondre à tel type de scénario en fonction bien sûr de la gravité du moment et de l'instant. La question de la protection des ressources, interdiction de l'usage des pesticides agricoles versus traitement, ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir, est une question justement à poser au cœur du débat public sur l'OIPB. Déjà, professeur Di Stefano, la question de la protection des ressources. Oui, il faut trouver un équilibre. C'est évident et les pouvoirs publics d'une manière générale vont dans ce sens. Retirer progressivement des molécules dont on sait qu'elles s'accumulent dans l'environnement, qu'elles sont persistantes, et essayer de les retirer du marché, de l'usage. Maintenant, il y a des besoins en termes d'agriculture. Donc voilà, il faut trouver un bon équilibre et retirer les molécules les plus toxiques. Alors c'est sûr que l'aspect préventif, alors c'est pris en jeu dans la réglementation avec des périmètres effectivement protégés. Mais les polluants vont partout aujourd'hui, on le sait. Maintenant, une technologie plus performante pour effectivement faire barrière à ces polluants et faire en sorte qu'ils ne passent pas dans la consommation humaine, ça reste très intéressant. Sylvie Thibert, même question sur ce fameux sujet qui était au cœur du débat public sur l'OIPB. Oui, en fait, les deux... le préventif et donc la protection des ressources en eau et le traitement vont de pair, en fait. Parce qu'on s'aperçoit... Par exemple, il y a des pesticides qui sont interdits depuis plus de 20 ans et qu'on retrouve toujours dans les ressources en eau aujourd'hui et qui peuvent poser problème. Donc on a besoin du curatif pour traiter ces molécules qui sont toujours présentes dans la ressource en eau. Mais bien sûr, toutes les actions qu'on peut mener pour protéger la ressource et pour éviter qu'elle se contamine, ce sera des efforts qu'on n'aura pas à faire sur le traitement ultérieurement. Donc c'est deux pendants d'une même vision pour protéger l'eau et s'assurer de la bonne qualité de l'eau potable. Professeur Di Martino, j'ai une question. Si on contrôlait l'eau en bouteille de la même manière et à la même fréquence que l'eau du robinet, est-ce qu'on aura des concentrations proches en certains polluants, notamment ceux qui sont en plein cœur de cette actualité brûlante? Alors l'eau en bouteille, elle est très contrôlée également. Récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait certains polluants pour lesquels on pensait qu'ils n'étaient jamais présents dans les ressources qui sont utilisées pour faire ces eaux en bouteille. On s'est rendu compte qu'en fait, parfois elles pouvaient être présentes et que certains industriels trichaient un peu sur les règles pour retirer ces polluants pour pouvoir commercialiser en toute sécurité leurs produits. Donc aujourd'hui, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, les polluants ont tendance à être partout. Et l'eau en bouteille est très contrôlée. Et elle contient des micro-organismes comme l'eau du robinet, pas de pathogènes, etc. Mais une eau sans micro-organismes, ça n'existe pas. Par contre, une eau sans pesticides, c'est mieux. Une question pour vous, Karine Delabre. Une question sur le changement climatique. Sommes-nous à l'abri d'un manque d'eau en Île-de-France? Est-ce que cela pose des problèmes sur la qualité de l'eau? C'est un sujet là aussi combien d'actualité. Alors bien entendu, le changement climatique, il est partout. Alors il y a des zones qui sont plus touchées que d'autres. On parle beaucoup actuellement du sud de la France, des Pyrénées-Orientales. Mais clairement, l'Île-de-France n'est pas à l'abri potentiellement d'un manque d'eau. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut rester très vigilant. Et effectivement,
toutes ces modifications, à la fois quantitatives mais aussi qualitatives, sur la qualité de l'eau, peuvent avoir un impact au final sur la qualité de l'eau. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir des technologies de plus en plus performantes pour traiter l'eau. Une ressource qui est bien sûr précieuse et qu'il faut bien sûr utiliser avec intelligence et raison. Les questions sont terminées. On va retrouver dans quelques instants. Merci à toutes et tous d'avoir beaucoup contribué avec ces questions qui ont été diverses et variées. On poursuit, on salue surtout le travail des associations de partenaires qui sont au quotidien, et c'est important, c'est un travail très important qui est effectué chaque année au plus près des habitants. Je retrouve Marie-Caroline Muller. On parlait de ce programme Eau solidaire créé en 2011 avec le CEDIF et Veolia Eau d'Île-de-France. Quel message, puisque vous travaillez au contact de ces associations partenaires, quel est le message, Marie-Caroline, que vous souhaiteriez leur adresser ? Alors, merci Pierre. Peut-être 3 mots pour conclure. Le premier, réponse. Le titre de cette émission, de ce programme, c'était l'eau du robinet en question. Donc, nous espérons qu'avec nos 4 intervenants, nos 4 experts, vous avez pu, tout un chacun, y trouver un certain nombre de réponses. Ce webinaire sera disponible en replay très vite. Nous vous en ferons part et vous adresserons le lien. Côté Eau solidaire, nous allons intégrer aussi toutes ces informations dans le module de formation que nous vous proposons à vous, CCAS, et à vous, associations, pour enrichir et vous permettre de porter de nouveaux messages. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième, peut-être confiance. Nous espérons que vous avez pu acquérir suffisamment de confiance avec toutes ces réponses que nous vous avons apportées, et en gardant bien sûr en perspective les nouvelles filières avec les techniques membranaires que le CEDIF a choisi de mettre en œuvre dans quelques années et qui vont encore plus permettre d'assurer une eau sans aucun risque pour la santé. Et peut-être le dernier mot de la fin, buvons tous l'eau du robinet. On va bien rester sur cette phrase, buvons tous l'eau du robinet. Merci à vous, Marie-Caroline Muller. Merci également à vous, Sylvie Thibert. Merci à vous, professeur Di Martino. Merci également à vous, docteur Philippe Beaulieu, et vous également, Karine Delabre. Merci à toutes nos associations. Merci au CEDIF. Merci également à Veolia Eau d'Île-de-France, à toutes les équipes qui ont produit cette émission. On se retrouve pour de nouveaux rendez-vous. À très vite.